Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au coin du feu, moi c'est Cook et aujourd'hui je suis avec Tankor. Bonjour. Tankor ou Tank, vous en avez peut-être déjà entendu parler, je crois qu'on en avait parlé de toi dans la fac, la première fac qu'on a fait, puisque tu es derrière tout l'aspect graphique des Annales d'Opale. Effectivement, ouais. Je suis l'homme de l'ombre des Annales d'Opale. Exactement. Sans toi on n'aurait pas d'identité visuelle, ce serait immonde. Ouais, bah après, voilà. Ça fait toujours un petit plus, quoi. Exactement. Surtout que bah, c'est pas la première fois qu'on bosse ensemble et que tu t'occupes de la partie graphique, puisque c'est quand même ton boulot, hein, ton vrai travail. Oui. Donc c'est sûr qu'on voit la différence que quand c'est d'autres qui battent les mains un peu de manière, comment on pourrait dire, amatrice. Donc pourquoi est-ce qu'on te retrouve aujourd'hui? Parce que tu as lu un livre. Oui, alors je lis peu de bouquins, mais plutôt un peu des fanzines, des BD et tout, mais Dune, le Dune de Frank Herbert, effectivement, je m'y suis collé et voilà, j'ai fini, donc je peux en parler. Tu peux enfin en parler, je peux dire c'est bon, telle page, telle ligne, il raconte ça, j'ai le droit. Ouais, voilà, c'est ça. C'est tout frais encore. Alors ça tombe bien, alors peut-être qu'il y a un lien de cause à effet, j'ai fait il y a pas longtemps la chronocritique du film de Villeneuve, qui est sorti donc il y a pas très longtemps. Ouais. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler des adaptations cinématographiques. Oui, bien sûr. Avec plaisir. On les a vus tous les deux. Oui. Donc on en parlera un peu après, on va se concentrer d'abord sur le livre. Bien sûr. Bon, je te propose déjà de reparler rapidement du contexte d'écriture et de publication. Ça a toujours un petit côté intéressant. Je sais pas si tu t'as renseigné un petit peu sur Frank Herbert ou sur la création de Dune. Ouais, j'avais lu un peu les quelques petits trucs, mais tu vas nous rafraîchir la mémoire sur tout ça, je te connais. Bon, j'ai fait court, hein, je suis pas allé trop dans le détail, parce qu'il y a une sacrée littérature sur Dune, donc des gens qui ont écrit sur Dune et sur Frank Herbert. Donc, ah oui, il y aurait de quoi faire. Très quoi. très vaste. Ouais. On pourrait faire une émission juste sur le travail sur Dune et pas sur le livre lui-même. Donc, ah oui, carrément. Tous les à côté de Dune, il y a de très très florissants. C'est ça. Alors, c'est un ouvrage qui a d'abord été publié en plusieurs parties, donc dans un magazine assez connu, puisque c'est l'Astounding Stories, qui est un nom encore plus long, je crois, qui est raccourci en général en analogue. Donc ça a été publié entre 63 et 64. Et par la suite, en fait, Dune s'est retrouvé refusé par une vingtaine de maisons d'édition. Et il sera ensuite revu, corrigé et enfin publié en 1965, donc soit 2 ans après les premières lignes du roman, par l'éditeur Chilton Books, qui à la base est connu pour ses publications de manuels de réparation automobile. Comme quoi. Ouais, c'est un peu bizarre, mais... Donc, le roman de Frank Herbert, serait le livre de science-fiction le plus vendu au monde, encore aujourd'hui. À savoir qu'il a en plus remporté le prix Hugo en 1966 à égalité avec Toile immortelle de Roger Zelazny, ainsi que le prix Nebula, qui sont 2 des plus grands prix donc de science-fiction anglo-saxons. Donc voilà, ça pose un peu les bases, quoi. On va pas parler d'un petit ouvrage méconnu. Il est souvent dans les listes des 100 livres anglo-saxons à avoir lu, enfin du moins américains, parce que c'est un auteur américain. Donc avant ça, il a écrit, il a trouvé un succès critique avec l'un de ses ouvrages, publié en 1956, intitulé The Dragon in the Sea, donc le dragon de la mer. C'est un livre qui explore le thème de la folie dans un environnement sous-marin, puisqu'on est dans un submersible. Et dans ce livre, il va prédire un petit peu les conflits mondiaux causés par la consommation et la production de pétrole. Donc on n'en est pas loin aujourd'hui, hein, donc c'est assez glaçant. Oui, effectivement. Ouais. Donc très tôt, il commençait à prédire des trucs qui se révèlent être plus ou moins vrais. Ouais, qui sont toujours d'actualité, hein, effectivement. C'est ça, et pour finir, en fait, la genèse du roman, donc Dune, commence lorsque Herbert part faire un reportage sur les Oregon Dunes,
qui se retrouve donc dans une zone particulière des États-Unis, donc un désert, où bah, on se retrouve un peu dans un environnement qui pourrait faire penser à Dune, avec des plantes qui vivent avec très peu d'eau, etc. Et ça, en fait, il s'est tellement intéressé à cet écosystème que il s'est dit bah il faut que j'écrive un livre dessus, et finalement l'article qui devait faire à la base n'est jamais paru. D'accord. Donc voilà, ça c'est pour le contexte général. C'est pour la mise en bouche, effectivement. C'est ça. Et du coup, moi je suis assez intrigué parce que c'est ta première lecture de Dune. Moi j'ai dû le lire je sais pas 4-5 fois déjà. Ouais. Alors j'ai lu chapeaute bien quoi. J'ai lu qu'une seule fois toute la trilogie. Je suis allé plusieurs fois jusqu'aux Enfants de Dune. Enfin, la trilogie, la série plutôt. Parce qu'il y a 7 romans. Enfin, 7 ou 6 suivant la forme dans laquelle tu les lis. Parce qu'il y a eu plusieurs éditions, forcément. Et souvent, le premier Dune est divisé en 2 dans les éditions françaises. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les éditions anglo-saxonnes. Mais ça arrive aussi, donc voilà. Et enfin, pour moi, le Dune, c'est vraiment la première trilogie, on va dire. Donc Dune, je crois que c'est le Messie de Dune, puis les Enfants de Dune. Pour moi, c'est vraiment ça. Ce qui a adapté, l'adaptation en série est allée jusque là, et ça tombe bien parce que je trouve que ça clôt un petit peu la première trilogie. Et je suis beaucoup moins amateur des 4 livres suivants que j'ai pas relus parce que je les ai pas trouvés très bien, on va dire. On pourra peut-être revenir dessus plus tard. C'est pas le sujet principal, on va dire. Donc d'où on va parler que de Dune, le premier livre, puisque c'est ce que tu as lu. C'est ce que j'ai lu, effectivement. Alors, où est-ce que tu t'es arrêté exactement ? Parce que tu penses qu'il y a 2... Bah, à la fin, quoi. Après, il y a les petites... Bah, ça dépend si tu t'es arrêté au... Enfin, si dans l'édition que tu as lue, le premier livre est divisé en 2 ou pas. Parce que ça change un peu les choses. C'est le complet, ouais. C'est le complet. Donc, tu t'es arrêté, Paul, a vaincu l'empereur. Ouais, il y a quoi ? D'accord. Il y a combien de pages là ? Ouais, non, mais c'est ça. C'est le premier livre. Ouais, avec après les petites quelques annexes, mais il a tout conquis, effectivement, le polo. Bah là, on commence par la fin, du coup. On commence par la fin, effectivement, mais on va parler de cette quête. Bah, d'abord, toi, comment t'en es venu à lire Dune, puisque tu nous l'as dit, t'es pas forcément un gros lecteur, mais... Non, effectivement, j'aime beaucoup lire, mais j'ai peu de temps pour lire, donc en fait j'avais acheté quelques bouquins lors de mon voyage aux Philippines avec des amis. Au final, j'ai pas eu beaucoup le temps de lire, mais j'avais pris de Stephen King et puis Dune. Je voulais prendre des bouquins qui ont été adaptés au ciné parce que voilà, comme je suis très cinéphile, autant commencer déjà par cela, il y a de quoi faire. Donc j'avais pris Carrie, Shining et puis Dune. Les Stephen King sont lus assez vite, donc ça va. Et puis comme l'adaptation de Villeneuve arrivait à grands pas, je me suis dit je vais peut-être me lancer aussi sur Dune pour avant l'arrivée du film. Mais malgré tout, il est arrivé au milieu de la lecture, mais en tout cas j'ai pu voilà. Donc j'avais le bouquin, le film. Donc voilà. Comment ça arrive ? Rien de plus. Au final, c'est pas très grave, étant donné que de toute façon, le film de Villeneuve s'arrête pas vraiment au milieu, en plus, théoriquement, c'est plus vers le début. Non, en plus, oui, effectivement. Ouais, c'est ça. Donc, il laisse une grosse partie encore. Une grosse partie encore. Ouais, c'est ça, moi je suis assez curieux de voir ce qu'il va faire. Ouais. Et si on part du matériau d'origine, justement là ça m'intéresse aussi parce que très souvent on parle de Dune comme d'un livre assez complexe à lire, qui est pas à la portée de la première lecture, on va dire, mais moi je trouve que c'est assez souvent galvaudé. Finalement il est pas si dur à lire que ça, la langue est pas très complexe même en anglais. Pour le coup je l'ai lu déjà 2 fois en anglais. Non. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est assez simple. Oui, il y a juste quelques mots qui sont pas forcément expliqués et qui viennent, mais après voilà, c'est du langage de Dune, quoi. Mais non, après c'est faut mettre un peu de temps avant de rentrer dans le bouquin. Mais une fois qu'on est dedans, après ça se lit tout seul, quoi.
Mais c'est vrai que le début, comme c'est assez, c'est beaucoup de dialogues, c'est des scénettes entre 2 ou 3 personnages. Il faut rentrer un peu dedans. Mais moi, ça m'a fait ça en tout cas. J'ai mis un peu dedans, et une fois que à la scène du repas, quand ils sont sur Arrakis, là, à partir de là, là j'ai dit waouh. Là, ça commence. Là, c'est fort. Ouais, c'est les bien. choses s'enchaînent un petit peu. C'est un point névralgique du récit qui d'ailleurs est pas dans l'adaptation de Villeneuve. Que je suis assez déçu. S'il y a même pas la princesse Irulan, ce qui est très étrange. Je sais pas comment il va faire pour l'introduire. Oui, ça c'est ouais. Mais même ouais, effectivement, mais même dans les 2 adaptations, il n'y a pas ce grand ce repas que je trouve absolument pour moi, c'est un manquement. Dans les 2 adaptations, pédagogique. c'est pas normal qu'il y soit pas. Ça coupe une partie du, comment dire, de la compréhension que tu peux avoir de Dune, en fait. Mais on va voir, hein, peut-être que chez Villeneuve, ça aura une explication. Ouais. Puis on en reparlera. Il y a un autre truc aussi qui est ni dans les 2 bouquins et non, dans les 2 films, et qui est dans le bouquin, que je trouve aussi assez ouf qu'il ait pas mis, mais bon, on en reparlera. Mais ouais, c'est à partir de là, je trouve, où il y a vraiment la dimension psychologique qui arrive à grands pas et qui fait tout le sel de Dune, je trouve. En plus, ça va avec un élément qui est fondamental de Dune, qui est la pluralité des personnages et des points de vue. Puisqu'en fait, la première partie, comme tu l'as dit, on va changer beaucoup de personnages qui vont avoir des discussions les uns avec les autres. En fait, les enjeux vont se mettre en place là. Ça permet d'installer les trames narratives de chaque personnage. Parce que on revient souvent au film, mais c'est intéressant justement de voir la différence de médium. C'est que très souvent dans les films, on va s'attacher beaucoup au personnage de Paul, on va se centrer dessus. Alors que dans le roman, effectivement, c'est le personnage central, mais on va être beaucoup aussi sans lui. C'est-à-dire, on va avoir beaucoup de scènes où il n'est pas présent, et on va beaucoup plus approfondir les autres personnages. Et c'est vrai que dans la première partie, on va avoir beaucoup de... En fait, on va comprendre les liens entre les personnages grâce à ces scènes, et quels sont le poids de chacun, en fait. Exactement. Les choses qu'on peut pas faire dans un film, ou alors il faudrait faire une très très longue série qui serait un peu difficile, je pense, à suivre. Ouais, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que je trouve toute la première partie du bouquin me fait ça me fait beaucoup penser à une pièce de théâtre, en fait, où chaque petit chapitre, qui sont pas très longs, chaque petit chapitre est vraiment une scène entre 2 ou 3 personnages dans une salle ou un décor, et il y a c'est un échange qui met en place des choses, et le chapitre d'après, c'est peut-être complètement, c'est d'autres personnages qui parlent entre eux, et à chaque fois c'est des scénettes comme ça qui posent les bases un peu du récit, et qui après ça va un peu se mélanger. Mais le début, je trouvais très théâtral, donc assez bavard, effectivement, c'est pour ça que ça peut peut-être un peu rebuter certains, mais c'est quand même très très intéressant. Enfin, tout est basé sur les personnages, quoi. C'est ça qui est assez fou dans ce livre, je trouve. À la fois, tout est basé sur les personnages, et en même temps, ça va chercher plein de thématiques qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans la science-fiction à ce moment-là. Enfin, dans ce type de science-fiction. Oui. Donc, on pourrait penser au space opéra, par exemple. Et c'est peut-être ça aussi qui a rebuté ou désorienté plutôt les lecteurs, et qui peuvent encore désorienter, parce que il y a très peu de copies de Dune, finalement. De bonnes copies, du moins. Ah oui, c'est sûr. Et c'est ça qui peut désorienter. Quand tu ouvres Dune, tu t'attends pas forcément à ça. Parce que tu penses à de la science-fiction, tu penses vraiment plus à des choses très technologiques, qui vont beaucoup plus se baser sur des évolutions de la science, etc. Alors que là, une fois surtout qu'on est arrivé sur Dune, il y a un côté très archaïque, limite fantasy, en fait. Oui, c'est ça, très rétro. Ouais, carrément. Avec tout l'aspect religieux et spirituel, on s'éloigne quand même beaucoup de ce qu'on attend d'un livre de science-fiction. Et je pense que c'est ça qui peut désorienter aussi. Ah oui, c'est ça. D'ailleurs, je viens de penser, mais on n'a même pas fait un synopsis du roman, de quoi ça parle. Vrai, en fait, pour moi, ça paraît tellement un lieu commun. Tu vois, que c'est une histoire un peu comme le Seigneur des Anneaux. Tu vois, tout le monde sait de quoi parle le Seigneur des Anneaux, donc tout le monde sait de quoi parle Dune. Effectivement. En fait, non. Mais pourtant, Dune, ça reste, ça reste très encore, ça reste encore très flou pour beaucoup de personnes au final. Hein.
Bah, il y a ce côté, comme je disais, un peu ésotérique, difficile d'accès, qui peut faire partir du monde. Je pense qu'avec le film, ça va peut-être changer un peu la donne. Bah c'est ça, de toute façon, dès que tu vois, le Seigneur des Anneaux, bon c'était connu, mais avec la trilogie, tout le monde, maintenant, je sais pas, les 3/4 du monde entier connaissent, quoi. Mais pareil, pour le film, je pense et je vois les retours un peu les quelques retours que j'ai eus, les gens s'attendaient pas à ça, ils pensaient à un truc un peu aventure, Star Wars, compagnie, mais c'est tout autre, ouais. C'est vraiment autre chose, quoi, Dune. Et à la fois, c'est aussi un roman d'aventure, finalement. Alors si on doit résumer rapidement, oui. Moi souvent quand je dois le présenter à quelqu'un qui connaît pas Dune, je dis pas forcément que c'est de la science-fiction, je commence par dire que c'est une fresque familiale, tu vois, de haute maison, de nobles, etc., qui essayent d'avoir la main mise en fait sur le pouvoir dans la galaxie. Donc ils utilisent des complots, des guerres, enfin il y a toute forme d'outils, c'est vrai, qu'on peut imaginer. Et dans cette espèce d'énorme, comment on pourrait dire, piège à serpent, on suit la famille Atréide, qui est, on va dire, la famille la plus honorable, qui est la mieux vue par ses pairs, parce qu'ils sont assez dignes de leurs paroles, etc. Et on va suivre leur chute et comment donc Paul, l'héritier de la famille, va faire pour s'en sortir et essayer de remettre sa maison sur le devant de la scène. Donc tu vois, j'ai même pas parlé de vaisseaux spatiaux, j'ai pas parlé de l'épice, j'ai pas parlé de vision. On peut le résumer à ça, quoi. C'est un récit d'aventure familiale. Ouais, on peut résumer à ça, ouais. Oui, c'est ça, c'est politique, c'est en même temps un peu drame familial, c'est une aventure, c'est c'est une quête personnelle, il y a de la spiritualité, il y a de l'écologie, enfin, énormément de choses en fait. Bah, ce que je trouve qui est vraiment excellent en fait, c'est que dans Jusqu'aux enfants de Dune, si un jour tu veux lire la suite, il arrive à maintenir en fait ce mélange à la fois de livres qui va te faire réfléchir sur des sujets très sérieux, sur ces histoires de complot, de traîtrise, mais aussi vraiment c'est une histoire où on suit un personnage qui évolue au sein d'un environnement qu'il connaît pas, donc comment il fait pour survivre, il est confronté à des dangers très réels, donc on a de l'action comme on pourrait avoir dans un Star Wars justement, et tout ça se mélange très bien dans la première trilogie, et par la suite c'est beaucoup moins le cas. Enfin, je trouve tout l'aspect narration et histoire personnelle s'efface un petit peu devant la réflexion beaucoup plus pure, donc c'est toujours intéressant à lire de ce côté-là, mais on perd vraiment l'aspect divertissant en fait de Dune, je trouve. Alors que dans la première trilogie, ça se maintient et on est toujours gardé en haleine par le fait de suivre les personnages, comme tu as dit, qui sont assez attachants. On a envie de savoir comment ils vont faire pour survivre, arriver au bout de leurs objectifs. Même si le personnage de Paul, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il a un côté où on s'identifie pas forcément beaucoup à lui, parce qu'il est finalement assez froid, ça s'explique par son histoire. Mais aussi c'est un personnage qui réussit un peu tout, tu vois, qui est un peu omniscient, quoi. Ah bah ouais, c'est la facilité. Oui, c'est un peu le but du truc. Enfin, oui, c'est un peu ça. Hein, c'est limite le Messie, hein, on va dire. On compare à ça même dans le bouquin. Donc effectivement, c'est un peu tout facile. Ouais, c'est claquement de doigts et tout fonctionne malgré les dangers. Mais oui, c'est pas forcément. Je pense pas qu'on se projette forcément sur sur quelqu'un. Effectivement, c'est un peu, on ziote un peu sur toute la famille, on regarde de haut tout ça qui en action, on va voir ce qui se donne et tout. Mais effectivement, Paul, il a un peu tout facilement, mais c'est assez rare aussi d'ailleurs que au final le héros arrive à tout. Ouais, puis bon, c'est pas non plus
c'est pas toujours évident, c'est-à-dire qu'on est souvent confronté à des situations assez inextricables, et finalement il trouve une solution, mais c'est pas, ça sort pas de son chapeau non plus. Enfin, il y a quand même une certaine logique dans l'évolution du personnage, ce qui fait que ça reste intéressant. Il n'y a pas des Deus Ex Machina toutes les 2 minutes. Et puis oui, c'est l'adaptation aussi qui est assez géniale, quoi, entre sa vie d'avant et sa vie d'après, on va dire. Ouais. Mais c'est ça qui est assez, qui est toute la partie d'adaptation est assez intense et assez maîtrisée, je trouve, dans le bouquin. Et là, on peut justement faire un parallèle avec les 2 adaptations cinématographiques. Est-ce que pour toi, dans un des 2 films, t'avais plus l'impression d'avoir le Paul du roman, ou est-ce que c'est vraiment 2 visions différentes? Enfin, 3 si on compte le personnage original. Non, je trouve que les personnages de Paul, dans les 2 cas, sont plutôt bien respectés, ouais. Non, ça, je trouve qu'il y a pas trop de... Non, ça respecte bien, ainsi que la mère, Jessica, je trouve que c'est pareil, dans les 2 adaptations, je trouve qu'elles sont plutôt bien choisies. Enfin, après, celle de Lynch, j'avoue que peut-être qu'en 84, mais j'avoue que là, j'ai eu beaucoup de mal à l'apprécier à sa juste valeur, je pense, parce que... C'est dur, hein. Bah, t'es pas le seul, hein. Moi aussi, c'est pas un film que j'aime spécialement. Que ce soit après, au niveau, je veux dire, des décors, des effets et tout, bon, il y a encore, pourquoi pas, mais même je trouve que dans la mise en scène, dans le choix des personnages, le choix des costumes, je trouve qu'il y a, c'est vraiment, c'est trop, c'est too much, mais ouais. Je suis assez d'accord, ouais. Bah, moi je trouve qu'elle est intéressante parce que en fait elle montre bien que Dune c'est une œuvre multifacette, c'est-à-dire que Lynch il a pris un parti pris qui est pas idiot, qui s'éloigne un peu du roman, mais enfin c'est pour une adaptation, tant mieux, hein, c'est comme ça qu'on fait les meilleures adaptations. Mais après voilà, je trouve que la mise en œuvre effectivement suit pas forcément l'idée. Je l'aurais pas fait comme ça, mais bon, c'est un peu facile à dire. Oui, bien sûr. Mais oui, je trouve qu'il y a, je retrouve pas certaines choses que j'aime dans Dune, et il accentue certains autres éléments que je trouve pas forcément bien réussis. La différence qu'on peut faire avec le Dune de Villeneuve, c'est que pour le coup, Lynch il s'appuie beaucoup sur l'aspect religieux, spirituel. Là où Villeneuve est pas parti sur cette piste-là directement. C'est forcément en sous-texte tout le temps, mais c'est l'œuvre elle-même qui est comme ça. Mais c'est beaucoup moins accentué, et donc ça donne une autre direction. L'exemple que je donne toujours, c'est la citation de Paul, mon nom sera un nom qui tue. Et Lynch lui l'a adapté vraiment de manière concrète, quoi, c'est-à-dire qu'il s'en sert pour tuer avec le multiplicateur de voix là, je sais pas quoi, qui n'est pas du tout dans le livre. Non, et qui est malheureusement visuellement juste risible, mais bon après. Ouais. mais tu vois, l'idée est pas bête, c'est-à-dire qu'il a pris une phrase du roman qui en plus a un sens dans la suite de Dune. Enfin, c'est pas dit au hasard. Et là, comme il savait qu'il allait pas faire la suite, ça, du coup, il lui donne un sens concret dans l'histoire, et c'est pas bête, tu vois. Je trouve que c'était une bonne idée, mais comme tu l'as dit, ouais, la mise en œuvre de l'idée. La mise en œuvre de l'idée est vraiment, ouais, non, vraiment pas bonne. Mais après, l'idée en elle-même était plutôt pas mal, ouais. Mais à l'écran, non, ça donne rien, quoi. Et c'est vrai que c'est vraiment tiré cette idée que Paul est un personnage messiatique, du coup. Oui, bien sûr. Et qu'on a beaucoup moins pour le moment chez Villeneuve, mais qui va apparaître, je pense, dans la suite, ce qui serait logique. Oui, bah après, on voit, il y a les signes, il y a les signes. Pour l'instant, je trouve que l'adaptation de Villeneuve, enfin la partie qui a été adaptée et celle de Lynch se retrouve un peu. Hein. Au final, c'est plus la dernière partie de Lynch là où je trouve que ça va trop vite et qu'il a il y avait pas assez de temps pour adapter tout ça en un film. Tu vois que ça va à 2 à l'heure, enfin à 2000 à l'heure au contraire,
pour trop de choses, quoi. Et mais il y a déjà les signes avec les Fremen et les Bene Gesserit qui pensent peut-être que c'est le Messie chacun de leur côté, quoi. Donc déjà il y a les signes, quoi, de ce Paul Muad'Dib qui deviendra le Messie. Mais ouais. Donc ça, ouais, c'était sur la partie religion. Mais justement, enfin, c'est un reproche souvent que j'ai entendu, mais qui est voulu, hein, je pense, par Herbert. Ce côté, c'est un personnage blanc qui vient sauver les Fremen, donc que tu peux associer plus à des populations d'Afrique du Nord, par exemple. Oui, effectivement. Oui, bah, carrément, même la langue, les mots, les noms sont très inspirés de l'arabe. Hein, ça se voit tout de suite, quoi. À mon sens, c'est fait exprès justement pour montrer à quel point c'est instrumentalisé. Parce qu'en fait, Paul, il se sert du coup de la religion et des croyances des Bene Gesserit également pour faire en sorte de reconquérir sa place, de remettre sa maison à la place qu'elle avait avant. Ouais. Et voilà, donc en fait la critique qui est faite là-dessus, bien sûr qu'il faut la faire, mais en fait elle est pensée de base. Enfin, je veux dire, c'est déjà inclus dans comment tu dois comprendre le texte. Oui. Puisque le personnage lui-même a des réflexions par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il sait qu'il se sert des croyances et des coutumes d'un peuple pour arriver à ses fins. Peuple qui va d'ailleurs se transformer à son contact. Donc il y a ce côté, on n'est pas loin de la colonisation, quoi. Enfin, concrètement, on est sur ce type de il y a de phénomène. Là, effectivement. Après, là, il y a déjà l'idée de colonisation dès le début, quand il y a la maison Atréide qui vient reconquérir Arrakis. Alors que les Fremen sont là, mais après c'est même un peu le point de départ, c'est qu'Arrakis c'est la planète la plus sacrée, on va dire, pour son épice. Et du coup, c'est le seul endroit dans l'univers où on peut récolter l'épice, qui est le seul moyen pour les navigateurs de faire des voyages entre les planètes. Voilà, donc c'est un peu c'est pour ça qu'il y a une telle importance sur l'épice. Effectivement, ça peut rappeler un peu le pétrole, hein, dans les dans les faits, c'est du pétrole. C'est du pétrole. Donc après voilà, c'est l'Imperium qui désigne les maisons qui vont s'occuper de Arrakis. Ça fait très colonisation d'une planète. Et sur la planète, il y a des Fremen qui sont un peu qui pourraient être des bédouins, c'est les autochtones, mais que ça peut être n'importe qui sur la planète. Tout le monde s'en fout des autochtones. Donc oui, il y a vraiment un côté colonialiste, hein, sur... Pour édulcorer un petit peu le côté colon que peuvent avoir les Atréides, c'est qu'ils récupèrent la planète des Harkonnen, qui sont une autre maison. D'ailleurs, ce sont les ennemis jurés des Atréides, donc voilà, évidemment, il va y avoir des traîtrises. Ouais. Et ces Harkonnen c'est vraiment des barbares, quoi. Enfin, ils arrivent et ils pressent la planète un maximum sans aucune considération pour la population, les travailleurs, etc. Et les Atréides, ils arrivent avec un visage un peu plus positif. Ils vont essayer de travailler main dans la main avec les Fremen. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ils essayent de s'en faire des alliés. Mais bon, il y a quand même cette idée que c'est eux la maison dirigeante qui possède la planète, donc on va jouer selon leurs règles, quoi. Mais bon, c'est passé de manière un peu plus douce, on va dire, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, mais effectivement... Mais ça reste des colons, au final. Ça reste des colons, mais effectivement, il y a la méthode qui est différente. Il y a la méthode, les Harkonnen qui sont vraiment... effectivement, presser la planète, c'est ce qu'ils utilisent d'ailleurs dans le bouquin, c'est vraiment presser, récupérer le maximum d'épices pour faire le maximum d'argent, et tuer les Fremen, ça, c'est pas grave, ça. Aucun souci. Effectivement, les Atreides sont plus diplomates, et ils préfèrent sauver les gens plutôt que l'épice, comme on voit dans le début. Ouais, c'est vrai que c'est une scène importante aussi. Du bouquin et du film. Ouais, ça c'est une scène importante pour voir le visage des Atreides, et effectivement. Mais ouais, c'est intéressant ce côté-là.
Mais oui, pour revenir à Paul qui dans le mode colon, au final, il utilise un peu tout. Il utilise les Fremen effectivement, mais les Fremen l'utilisent lui aussi, puisque pour vraiment pour sortir, pour sortir un peu de la galère, parce que eux, ils sont là, ils ont un plan. Ils ont un plan, mais ils ont besoin de cette force. Paul, il utilise les Bene Gesserit parce que il a appris, grâce à sa mère, toute la puissance de cette sororité, et puis même le pouvoir Atreides. En fait, il utilise vraiment tout ce qui est, il a vraiment plein de pouvoirs au final, de par son statut, et ouais, il utilise vraiment tout ce qui est en son possible pour remettre les Atreides en place, quoi. Et il a besoin de tout ça, hein, parce que c'est pas un petit objectif. Ah oui. Ouais. Et d'ailleurs, ça c'est un autre élément, je trouve qui est un peu dommage dans l'adaptation de Villeneuve, c'est que chez Villeneuve, en gros, l'adversaire pour le moment, c'est les Harkonnen, un petit peu l'Empire, mais on voit pas tellement l'Empereur ni la princesse Irulan, du coup, qui sont complètement absents, alors qu'ils jouent un rôle quand même fondamental. Ouais, pour l'instant, il laisse des trucs... il y a des trucs éclipsés, effectivement. Ouais. En plus, alors, la princesse Irulan est l'un de mes personnages préférés de la série, donc je suis très déçu. Ouais, bah, dans le bouquin, on la voit, au final, on la voit pas tant que ça. On en parle très peu, mais ce qui est intéressant dans le bouquin à dire aussi, c'est que chaque petit chapitre est introduit par un petit passage en fait, de l'histoire de Paul racontée par la princesse Irulan. Donc à chaque fois, c'est introduit par un petit texte qui va en dire sur ce qui va suivre, en fait. Ouais, ça permet d'explorer un peu l'univers et d'un peu mieux comprendre certains éléments parfois aussi. C'est-à-dire ça va parler d'un élément de l'univers qu'on va retrouver dans le chapitre. Donc ça évite de faire une trop longue explication qui couperait la narration. Et c'est vrai que c'est assez élégant comme manière de faire, je trouve. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et puis après, on comprend aussi tout de suite qu'au final, Paul va y arriver, quoi. C'est pas un spoil, mais on le sait que ça va bien se passer, qu'il va devenir une espèce de légende, et du coup, puisqu'il va avoir des espèces de mémoires et tout, et du coup, on sait que qu'il va y arriver, mais on a envie de savoir comment, quoi. Ça, le comment est très important, parce que la fin, quand tu l'as jamais vue, ou lu, elle est assez surprenante. Enfin, tu t'attends pas à sortir en fait de cette histoire comme ça. Finalement, c'est bon, il y a le côté très épique, c'est-à-dire qu'attendez-vous à de grandes et belles batailles, mais finalement, ce qui va mettre, en fait, ce qui va permettre de sauvegarder la paix dans l'Imperium, c'est un coup de politique, un coup de poker politique. Ah oui, oui, c'est toute la dernière partie est extrêmement politique, effectivement, et puis le fait que cette épice est unique sur cette planète et qu'elle est indispensable pour tout transport et tout, voilà, ça met les choses en place, quoi, pour celui qui détient le contrôle. Et ça, contrôler l'épice, c'est contrôler l'univers. Exactement. Et celui qui contrôle l'épice peut la détruire. Et d'ailleurs, cette épice, donc on l'a dit, elle permet aux navigateurs de voir en fait dans l'avenir pour pouvoir naviguer à travers les étoiles. Mais elle a d'autres effets, et notamment des effets similaires, on va dire, sur Paul. Donc ça va lui permettre d'avoir des visions. Et ces visions-là, elles vont forcément orienter ses choix. Et surtout, pour la suite, en fait, pour la première trilogie, elles vont avoir une importance capitale sur le drame qui tourne autour de la famille Atreides. Donc j'ai évité de trop en dire, si ce serait dommage de spoiler. Oui. Mais je trouve que c'est un élément qui est aussi assez intéressant, c'est cette histoire de vision. Parce que comme tu l'as dit, on sait que ça va bien se finir, Paul le sait aussi, il a vu le chemin possible pour que ça se passe bien. Mais il y a tout le destin des autres personnages pour lesquels on peut s'angoisser. Et c'est ça aussi, ça rejoint ce que tu disais au départ, c'est que on est pas mal investi dans tous les personnages. Et c'est peut-être plus ça qui va nous faire rester, savoir quel destin les attend, sachant que dans les visions de Paul, il est souvent question de mort, de sang, de tristesse. Oui. Ah oui. Tout le monde va pas s'en sentir indemne, effectivement, et
Et ouais, c'est intéressant de suivre le chemin de tout le monde. Et puis il y a pas mal de rebondissements aussi, hein, du coup, dans... S'il y a justement, comme c'est un peu des scénettes, il y a des gens qu'on perd de vue, qu'on va peut-être revoir, on revoit pas, on sait pas. Et il y a toujours ce suspense un peu sur le retour ou non de certains personnages. Voilà, je sais pas, est-ce que t'avais des trucs en plus à dire sur Dune? Non, bah après sur Dune, ouais, après c'est un sacré mélange. Non, après ouais, on peut. C'est dur d'en dire beaucoup plus après. Sans spoiler, ouais. sans spoiler et puis sans retirer l'attrait du bouquin. On n'a pas parlé des vers géants qui sont quand même un des points aussi, des points forts, hein, c'est emblématique même du bouquin, qui est même emblématique, hein, mais effectivement qui sont d'ailleurs un peu énigmatiques, qui sont sûrement en corrélation avec l'épice, mais on sait pas trop pourquoi. On le saura un peu plus vers la fin ou dans des annexes, mais ouais, les vers géants qui sont le principal danger d'Arrakis, puisqu'ils approchent dès qu'ils entendent un son. Un son régulier, un son de marche. Son régulier, effectivement, son de marche. C'est pour ça qu'il y a l'espèce de marche irrégulière pour. Mais ouais, après, voilà, après Dune, c'est du sable. Ouais, beaucoup de sable. C'est beaucoup de sable. Et puis oui, il y a pareil, le côté survie aussi des Fremen est assez intéressante avec leurs équipements, le côté de l'eau. Oui, c'est aussi l'eau, là c'est très très important. Sur une planète désertique où il ne pleut pas, vous comprendrez bien que pour survivre, il faut créer de l'eau où il n'y en a pas. Et du coup, il y a vraiment un gros côté survie aussi très important. Chez les Fremen, ça fait partie de leur mode de vie, hein, la survie. C'est pas un truc qu'ils ont... comment dire... Ah bah c'est leur vie. Ça, ouais, c'est leur vie. Puis même... Et limite, l'eau, c'est un peu leur... un peu un dieu, un peu une espèce de enfin, un truc sacré, mais... c'est sacré et en même temps c'est vital, quoi, donc ça peut être que sacré. D'ailleurs, ça me fait penser que dans le film de Villeneuve, il n'y a pas à la mort de, comment il s'appelle, de Jamis. Oui. Il y a pas la cérémonie de l'eau, de la récupération de l'eau, qui est quand même hyper importante. Non. Effectivement, ouais. Oui, ils ont pas fait ouais. Il y a pas cette ouais, ils partent tout de suite après, effectivement. Et on voit d'ailleurs un Fremen sur un ver des sables complètement moche à la fin. Je trouvais ça vraiment triste. Oui. Ouais, ça va, je l'ai pas trouvé. Oui, ça fait un petit peu le petit effet de zèle. Moi, j'aurais gardé ça pour la seconde partie, parce que là, du coup, tu vois ça, tu fais ok, bon, ça ressemble à rien. Il est passé et ça a aucun impact, tu vois. Enfin. Oui, je comprends. Mais après, oui, effectivement, après, comparé au bouquin, où justement le combat de Jamis arrive après qu'ils arrivent dans les Setch. Et du coup, là, le combat arrive avant qu'ils fassent le périple, en fait. Mais t'es sûr que c'est au Sietch que ça arrive? Parce que pour moi, c'est pendant le chemin, mais ouais, c'est possible. Bah c'est quand ils arrivent dans un des sièges. Ah, oui, après ils en font plusieurs, mais c'est ils vont déjà à l'abri, quoi, je veux dire, à l'abri des Harkonnen et de la lumière, quoi. Et après il y a le Jamis qui remet un peu tout en cause, réclame le Hamtal, qui demande qui réclame le Hamtal, effectivement. Mais ça qui est pas d'ailleurs dans l'adaptation de Lynch. Il y a pas du tout de là, c'est un peu ça qui arrive, ça arrive tellement. Paul et Jessica arrivent, ils rencontrent les Fremen et waouh, ça y est, ils voient qu'ils savent se battre et ils disent bon bah vous êtes des nôtres. Ouais, c'est quand même un peu plus compliqué que ça quand même. Là il y a toute l'essence un peu de toute la rencontre et tout qui perd de son sel, quoi. Bah clairement, oui. Mais bon, après voilà. Et d'ailleurs dans la série, parce qu'on n'a pas trop parlé de la série, toi tu l'as pas vu, je crois. Ouais, je l'ai pas vu, mais ça m'intéresse bien du coup de la voir. La série, j'en avais déjà parlé quand j'avais chroniqué du coup le film de Villeneuve. Elle est c'est sans doute l'adaptation la plus proche du roman, ce qui est pas forcément toujours une bonne chose, mais globalement elle est quand même pas mal.
Mais c'est de la série, le budget était pas complètement là, donc c'est un peu moche, c'est pas toujours bien joué, voilà, mais moi je trouve que c'est... Franchement, c'est pas si mal, quoi, comparé à plein de séries qui sortent là sur Netflix avec plus ou moins de budget, mais avec d'autres technologies, à côté, c'est plutôt de la bonne série, je trouve. D'accord, effectivement. Ah bah après, si déjà la matière première déjà est bien, oui, c'est sûr que, oui. S'il y a des effets un peu cheap, bon, on passe, mais oui, effectivement, faut mieux ça que le contraire, avoir des moyens et avoir un scénario bidon ou creux. Surtout que là, la série, elle va jusqu'à la fin de la première trilogie, donc peut-être quoi faire. Donc elle fait toutes les 3 bouquins, c'est ça. Ok. Ouais, il y a de quoi faire. Attends, je regarde ce que j'avais noté d'autre, mais je crois que la partie écologique, on en a parlé déjà. Après, on va difficilement dévoiler le projet des Fremen à long terme, mais après, la partie écologie, ouais. C'est un thème qui est récurrent dans l'œuvre, qui est d'ailleurs, comme tu l'as dit, un lien profond avec les Fremen. Ouais. Mais il y a cette idée sous-jacente de la transformation tout le temps qui revient. Donc Paul qui se transforme pour devenir le Messie, la planète Dune qui est sujette aussi à des changements, donc qu'on voit pas forcément. Ouais. Enfin, pour moi, il y a un parallèle clair entre l'évolution de Paul et du coup l'évolution que va connaître la planète, puisqu'au moment du premier Dune, c'est pas encore non, pour l'instant, c'est encore on n'y est pas tout à fait. Non, c'est un projet qui est presque à son terme, mais effectivement, il y a aucun changement notable sur la planète, quoi. On comprend qu'à partir du moment où Paul devient la puissance principale de l'Imperium, les choses risquent de changer. Alors, on vous dit pas comment. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que on n'est pas sur quelque chose de manichéen autour de l'écologie. Dire que le désert c'est mal et les planètes gorgées d'eau c'est bien, tu vois. On est vraiment sur un discours d'équilibre, de comment est-ce que l'homme peut modifier son environnement, est-ce qu'il doit le faire, est-ce que c'est pas une contrainte avec laquelle il doit vivre, parce que finalement les Fremen, tu leur enlèves les Harkonnen qui les oppressent, ils pourraient très bien vivre dans le désert. En fait, ils savent vivre dans le désert, tu vois. Ils auraient pas besoin. Ils savent vivre dans le désert. Ils ont juste peur des Harkonnen, des patrouilles. Ils savent vivre avec les vers puisqu'ils arrivent à les monter. Et tout. Enfin, ils ont aucun problème. Pour eux, c'est même un allié. Shai Hulud, c'est un dieu. C'est le père du désert, comme ils l'appellent, je crois. Ah oui, pour eux c'est un rapport à la nature comme beaucoup, on va dire, d'autochtones qui sont très où les animaux, même les prédateurs sont des alliés ou des dieux ou des légendes ou autres, enfin des gens qui n'ont pas envie de presser la terre, sa planète enfin l'épice, eux ils en ont. Ça leur sert à rien. À part avoir les yeux bleus à cause de l'épice, les Fremen n'ont aucun besoin de l'épice, hein. Pour eux, ça pourrait être là ou non, ils ont aucun problème avec, hein. Eux, ils ne bougent pas de toute façon, ils restent, c'est un peuple terrestre. Donc du coup, c'est ça, ouais. Ils sont même troglodytes, on va dire. Ils sont très accrochés à leur planète, ouais. Ils vivent sous la terre, mais oui, ils sont accrochés. Donc il y a un peu comme ce côté autochtone accroché à leur terre et qu'ils aiment et qui protègent, quoi. Donc finalement, ouais, l'épice, ils s'en servent pour manger. Oui, enfin, comme n'importe quelle population va collecter ce qu'ils ont autour d'eux, quoi. Et ils la récoltent aussi pour payer la guilde spatiale. Ça fait monnaie d'échange. Pour pas qu'ils posent de satellites autour de Dune, tu vois, pour qu'on puisse pas voir ce qu'ils sont en train de faire. Oui, ça sert de monnaie d'échange. Pour pas voir leur grand plan. Donc ça a quand même une importance, mais c'est vrai que s'ils étaient pas comment dire, la proie des envies de tout le monde, finalement ils s'en serviraient peut-être que pour manger. Ça ferait un épice, mais au sens propre du terme, un petit épice pour mettre dans ses pâtes, quoi. Mais est-ce qu'apparemment ça a l'odeur de cannelle? Oui, c'est ça, ouais.
Ouais, ça doit être bon. D'ailleurs, si toute la planète sent la cannelle, ça va être sympa. Il y a moyen que tu te viraines au bout d'un moment quand même. Mais ouais, après voilà, c'est un peu ce côté-là qui est sympa, quoi. De ces Fremen qui sont un peu les bédouins de Dune, quoi. Qui s'en sortent très bien. Sans personne, en fait. Mais juste qui sont... Ah bah ils ont pas besoin de l'Imperium. D'ailleurs, même personne ne sait combien ils sont, et heureusement, c'est bien aussi. Ils ont tout leur mystère. Bon, bah je crois qu'on arrive sur la fin ce coup-ci, c'est bon. Ouais, effectivement. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Ouais, bah après, on s'en rentrer dans les détails, hein, c'est toujours le souci, quoi. Ouais, bah non, faut laisser Voilà, faut juste donner envie aux gens de le lire. Après, le reste, c'est à eux de faire leur propre avis et de découvrir tout ça, quoi. Ouais. Bah du coup, j'espère que ça t'a donné quand même envie de lire la suite. Ah ouais, bah oui, ouais, bien sûr, ouais, ça m'a vraiment donné envie de découvrir tout le reste. Ouais, je te conseille d'aller jusqu'aux Enfants de Dune. Après, c'est optionnel. Oui, bah au moins la trilogie principale, effectivement. Mais oui, ça amorce de grandes choses pour la suite, effectivement, là. Bah sinon, nous, il ne reste plus qu'à vous dire au revoir. Eh bah oui, bonne journée. Ouais, ou bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous nous bonne écoutez. Soirée. C'est ça la magie du podcast. Effectivement. Exactement. Nous, on est toujours dispo sur tout ce qui est un flux RSS, iTunes, Spotify, Deezer, Podcast Addict. On est sur YouTube aussi. Passez faire un coucou sur Facebook. Il y a un Discord aussi. Hein, il est assez actif. Moi, je suis pas trop dessus en ce moment, mais je sais qu'Ethno traîne dans le coin. Voilà. Du coup, toi, tu sais déjà quelle tête aura la miniature. Moi, je sais pas. Bah, je l'ai pas. Ouais. Je l'ai pas encore, mais oui. Est-ce qu'il y aura du sable et des verres? Ça tout de suite. Ah. À ton avis? Ouais, je sens bien un truc comme ça. Je sais pas pourquoi. Ouais, je vais m'atteler à ça juste après, effectivement. Ok. Et en attendant, à dans 2 semaines, lisez bien. Lisez bien. Au revoir. Salut.